Bienvenue sur cette vidéo, ce nouveau podcast avec Daouch et Eric. Et on va continuer un petit peu sur l'idée qui avait été proposée hier sur l'influence sociale et l'impact que ça peut avoir. Et surtout la remarque que faisait Dao, est-ce qu'on pourrait se sortir d'une influence sociale ou quel levier on pourrait avoir pour être moins impacté? Parce qu'avec Eric, on était plus ou moins d'accord sur l'idée de se dire c'est chaud de sortir d'une influence sociale. Mais quels seraient les leviers à travailler peut-être personnellement pour être moins impacté par l'influence externe à un moment donné sur nos choix, donc nos décisions, sur nos orientations, sur notre manière d'être, de vivre, et donc plus psychologiquement parlant, sur les masques que l'on propose au monde. Ouais, Eric. Déjà, l'isolation. C'est l'actualité. Tu as l'impression que l'isolation, là, fait que les gens sont moins regardés. Tu vois, je reprends hier, j'étais avec une copine en ligne et elle adore danser et elle était en train de faire un truc où il y avait sur son écran, il y avait genre 25 personnes qui dansent et il y a des salles comme ça. Et elle me disait, il y en a, ils sont apprêtés. C'est-à-dire, elle me dit, on est en boîte. On est vraiment en boîte. Et j'avais trouvé ça génial parce que je trouvais que ça faisait écho. On est seul et pour autant, il y en a, ils vont s'apprêter pour danser devant leur webcam, quoi, devant du truc. Donc, c'est quand même. Est-ce que c'est pas déjà une pression sociale? Quand je parle d'isolement, je veux dire en te séparant, c'est-à-dire. Alors, je dis pas que c'est nécessairement ce qu'on veut faire, hein, mais en limitant, moi, ça me va très bien, tu vois que ça va pas. En limitant, excusez-moi, je sais pas ce qui s'est passé avec mon truc. En limitant les interactions sociales, on limite quand même aussi la pression ou la pression extérieure, par définition. Ensuite, attention, c'est une façon de faire. C'est la raison pour laquelle, c'est une des raisons, je pense aussi, pour lesquelles les gens partent en vacances. Un peu dans un endroit parfois un peu retiré. Donc je pense qu'il y a ça. Je pense qu'il y a aussi un levier qui peut être utile, c'est plutôt que de se dire, je pense qu'on avait pas mal résumé hier, tu peux pas complètement t'affranchir d'un groupe parce que même quand tu es même s'enfuir et partir partir vivre dans la montagne, dans un chalet, c'est une réaction au groupe en lui-même, c'est aussi une forme de rejet. Donc, je pense qu'une tournée, c'est plutôt choisir vu qu'on est le reflet en partie du groupe social dans lequel on évolue, c'est aussi faire bien attention à choisir qui on voit et quand. C'est déjà une façon de diriger le flow. Je pense pas qu'on puisse s'en affranchir, mais en tout cas, on peut. Si on peut pas, il est difficile de contrôler le fait qu'on va absorber une certaine influence sociale. On peut décider quelle influence on absorbe, maximiser nos chances d'absorber ce qu'on veut. Ok, alors là, il y a un élément que je trouve intéressant, c'est que tu dis par exemple les gens qui vont s'isoler ou qui vont partir en vacances. Moi, ce que ça faisait émerger comme question, c'est penses-tu, on va poser d'abord à Dao, mais penses-tu que le fait de changer de groupe et de système nous affranchit un petit peu? Tu vois, là, on parlait d'isolement, mais tu as aussi parlé de déplacement. Et admettons, tu es reconnu dans un système pour ce que tu es à un endroit. Donc, tu connais tes voisins, tu connais ta résidence, tu vas pas te permettre certaines choses. Tu pars, je reprends, quand on était gamin, moi, je voyais tous mes potes partaient en Espagne. Et en Espagne, ils étaient en mode rien à battre, on fait ce qu'on veut, on connaît personne. Et à la limite, tu prends une autre identité, un autre masque à ce moment-là. Est-ce que tu as l'impression, là on va être d'abord sur Dao, mais que l'une des notions serait peut-être de changer fréquemment de système ou de ne pas se retrouver dans un système avec les personnes qui pourraient avoir une valeur, on revient sur la valeur du jugement qui porterait sur nous, parce que je connais pas Eric il me dit Pan que t'es un connard, mais je te connais pas, quoi, ce mec-là c'est un connard, je m'en fous. Je connais Eric qui me dit ouais, t'es un connard, je vais me dire pourquoi il me dit ça lui? Je vais peut-être mal le prendre parce que je mets de la valeur, parce qu'il y a un échange, parce qu'on se connaît, parce qu'on a des cadres qui sont communs et on se dit bah ouais, je capte pas. Est-ce qu'on s'affranchit pas par la non-connaissance du cadre et donc du système qui est autour de nous? Question. Qu'est-ce que tu en penses, Dao?
pour reprendre un peu le fil de la question et de ce qu'a dit Eric, je pense qu'il faut aller chercher la rupture, la notion de rupture. C'est-à-dire que euh, quand on, quand on sent qu'on est embarqué dans un cadre qui, petit à petit, va créer des liens cognitifs avec nous, avec une idée d'échange d'informations. Une des choses que moi j'ai vécues, euh, je suis allé chercher des ruptures, je suis allé créer des ruptures pour pouvoir changer de cadre. C'est-à-dire que Pour ne plus être jugé, pour ne plus avoir une influence du cadre dans lequel tu es sur toi et tes comportements. oui, on va dire, en tout cas, c'est pour mettre un peu de distance avec les influences qu'il peut y avoir à un moment donné lorsqu'on est trop dans un cadre donné. Et aller chercher une rupture, alors qu'elle soit consciente ou pas, pour se retrouver à changer de cadre. D'accord? Et puis, parce que je pense que cette pression sociale, elle est toujours là, quelle qu'elle soit, parce qu'elle fait partie de notre définition. Et, euh, et le fait de naviguer d'un cadre à un autre par la rupture, hein, une rupture sur laquelle ça va nous demander une forme euh, de, de mini-deuil, de résilience, enfin, peu importe les mots qu'on utilise là-dessus, ça nous oblige à redécouvrir notre cadre et un peu à oublier certains effets néfastes croissants qu'on peut vivre dans certains cadres. Et, euh, et ponctuer un peu notre vie comme ça de rupture. Quand je dis rupture, c'est pas dans une idée cassante, mais plutôt dans une idée de transition. Et, euh, alors que ce soit dans un schéma social, un schéma psychologique, un schéma professionnel, mais ça permet de peut-être petit à petit de générer une forme d'expérience de vie qui nous donne une indépendance parce que lorsqu'on arrive dans un cadre et qu'on sent une influence euh, commencer à grandir à notre rencontre, on a la possibilité soit d'aller chercher des éléments dans notre cadre pour contrer ce cadre-là, euh, soit enrichir en fait notre barrière en confrontant nos expériences, nos ressentis et notre posture vis-à-vis de l'influence sociale. Et encore une fois, cette influence sociale, elle est construite par le cadre externe, mais aussi par nous-mêmes. Donc, est-ce que au travers de ça, il n'y aurait pas, je fais une pause par rapport à l'ensemble du système avec lequel je suis en contact à un moment donné, voire je me coupe du contact et de la connexion avec ces cadres donnés, donc ces systèmes, euh, qui peuvent m'influencer. Donc, si je fais une rupture, je me recentre sur moi et dès lors, je fais moins attention à ce qu'ils pensent. Sauf que, et là, c'était une question qu'on avait hier, est-ce que la nouvelle génération serait potentiellement plus libre par rapport à ça? Sauf que aujourd'hui, on a une connexion permanente avec Insta, Snap, Facebook, Twitter, etc. Ce qui fait que même si géographiquement, tu te sépares d'un système, le système garde une pression sur toi tant que tu es en lien avec cet outil de connexion. Est-ce que pour toi, là, on va aller sur Eric, il y aurait à ce moment-là un vrai isolement, alors retour vers soi, parce que isolement, on pourrait croire que on se referme, mais un vrai retour vers soi avec effectivement, comme dit Dao, une rupture, moi je dirais débrancher, se débrancher d'un ensemble de connexions, et notamment, et c'est peut-être un des points extraordinaires et tout aussi pesants des réseaux sociaux, qui fait que tu existes pour attendre des likes ou des choses et d'autres, euh, et que c'est difficile aujourd'hui pour les gens de se séparer de ça parce que ça les ramènerait à peut-être moins de jugement, mais en même temps, ça les ramènerait dans quoi s'il y a moins d'influence sociale? On verra ça après. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Eric? Je pense que oui, il y a le c'est pas parce qu'un stroke est de moins bonne qualité qui va pas être mais c'est un stroke qui est de moins bonne qualité mais qui vient plus souvent, qui est plus récurrent et qui met moins et qui aussi implique moins d'investissement et va pas nécessairement être préféré ne pas être va pas forcément ne pas être préféré à un stroke on va dire plus authentique ou plus fort c'est-à-dire que comme on voyait on parlait il y a pas longtemps en off
du futur de la réalité virtuelle et de l'intelligence artificielle, en se disant qu'au final, si les gens ont l'impression tu vois, on parlait, moi je pense que l'industrie de la pornographie et du sexe, c'est quand même, ça a toujours été ce qui pousse bizarrement la technologie au niveau de l'internet le plus loin, le plus vite, d'accord. Quand on va avoir quand les gens auront une véritable pornographie en réalité virtuelle avec sensation kinesthésique, je pense que la recherche, on va dire, de relations peut-être charnelles en direct, enfin réelles, va être une problématique qu'on va remettre en question. C'est un exemple, mais tu vois, quand tu peux poster une photo de toi un peu retouchée, avoir plein de likes, c'est pas nécessairement, vu que l'énergie qui est utilisée pour le faire est moins importante que de devoir se maquiller, prendre le métro, sortir, voir tes copines et revenir. Ouais. Alors, Je suis pas sûr en fait que ce soit facile de se déconnecter parce que il y a un stroke qui est peut-être moins fort, mais qui est intense en tout cas, mais qui est permanent et qui est facile. Alors à ça, il y a déjà une réponse qui existe plus ou moins en analyse transactionnelle où ils vont te dire non, c'est pas vrai parce que ça manque de proximité. En fait, les strokes les plus puissants, c'est l'intimité. Donc Oui, là, bien sûr. on parle de sexe par exemple. L'intimité, il n'y a pas forcément d'intimité dans le sexe d'ailleurs, mais l'idée d'intimité est quelque chose qui va avoir un stroke. C'est-à-dire que ce qui est très intéressant, c'est que oui, on m'a demandé c'est quoi un stroke. Un stroke, c'est donc une unité de reconnaissance qui peut être positive ou négative, et toute interaction qu'il va y avoir à un moment donné va créer des strokes, positifs ou négatifs. Et ça ne veut pas dire que l'être humain ne cherche que des strokes positifs, il peut aussi chercher des strokes négatifs parce qu'il a été habitué, que c'est un pattern qu'il connaît. Là, ce qui est intéressant, c'est que Berne, à l'époque en AT, tu vois, il développait le principe de jeu. Il disait, en gros, on crée des jeux, souvent verbaux, paraverbaux, qui vont à un moment donné faire, en gros, je te fais un hold-up de stroke. Je mets une photo, je suis une jolie femme ou je suis un beau gosse avec des tablettes, je me mets comme ça en mode hop. J'ai plein de meufs qui voient que je suis hyper bronzé, beau gosse, etc. Je joue un jeu, j'ai des strokes, j'ai X likes. La réalité, c'est que ce like-là, ce stroke-là, cette unité de reconnaissance, c'est un petit peu comme la métaphore que je donne souvent, c'est un petit peu, tu sais, comme une sucrète. C'est pas du sucre. Donc en gros, il n'y a aucun apport réel biologique qui t'aidera à ce moment-là. Ce qui fait qu'on en a besoin de plus en plus parce qu'on a besoin de cette dopamine qui va arriver. Ce que Berne, et on le sait, on le voit d'ailleurs, c'est un des trucs où en jiu-jitsu brésilien, on se pose souvent la question pourquoi on aime être tellement ensemble. C'est que on crée dans un rapport qui est très intime sur plein de choses, sur nos émotions, notre colère, nos joies, nos tristesses, tout ce qu'on peut vivre sur un tatami. Ça va créer que on va avoir une qualité où on peut ne pas se voir pendant un laps de temps. Quand on va se revoir, c'est comme si on était à nouveau hyper connectés l'un à l'autre, même si on ne s'est pas vu pendant des semaines ou des mois. Tu sais, il y a un truc qui fait ouais, parce qu'on a une qualité de stroke. Donc la notion où c'est vrai qu'on pourrait se dire aujourd'hui, il y a une illusion au travers du réseau social et que effectivement, tu as complètement raison, moins de dépenses d'énergie. Par contre, la cam que tu gagnes, c'est de la pure. Toi, c'est pas. Ce que je suis en train de dire, je suis en train de dire que c'est une cam qui est merdique, mais qui est tellement facile à obtenir qu'il y a l'effort, au bout d'un certain moment, il y a une habituation et l'effort nécessaire pour obtenir la pure est tellement dur qu'on ne le fait pas forcément. Elle est tellement bonne. En fait, elle est tellement bonne que tu sais, c'est quand même la dope master que tu veux avoir. C'est celle que tu veux avoir. Tu vas être prêt à braquer une banque pour l'avoir, tu vois. C'est hyper intense, en fait. L'exemple que je prends, c'est moi, j'en suis sorti à plomb, mais j'ai été au début de ma période de célibat sur des sites de rencontres. Et c'est marrant parce que sur des sites de rencontres qui étaient peut-être nécessaires, qui étaient à la base faits pour être, comme tu dis, comme on en parlait, des sites de rencontres sans lendemain ou très rapides. Tinder. C'est devenu, Tinder, c'est devenu, en fait, tout le monde cherche l'amour sur Tinder. Ouais.
Ouais, parce tout que à fait. tout le monde cherche l'amour sur Tinder. Le problème, c'est que malgré le fait que tout le monde cherche l'amour sur Tinder, très peu de gens se comportent comme s'ils cherchaient l'amour sur Tinder. Ouais, même si maintenant c'est plus dit. Oui, mais non, c'est dit. Mais c'est pas parce que c'est dit sur le profil, mais dans les faits, c'est pas le comportement qui est adopté. Bien sûr. Bien sûr. Bon, après derrière, il y a toute une stratégie aussi. Bien sûr. Après, c'est une stratégie. Tao, qu'est-ce que ça te fait rebondir sur quoi, tout ce rapport au stroke? Donc, on est toujours sur cette idée globale de la pression sociale et donc indirectement l'image de soi, le masque qu'on propose aux montres, etc. Ce rapport avec les strokes ou avec toutes ces notions-là, qu'est-ce que ça éveille en toi? Alors, on parlait des outils technologiques hein, qui produisent du stroke. Quand je regarde mon adolescence et puis mes premières années en tant qu'adulte, j'étais très seul, vraiment très seul. C'était quelque chose qui résonnait de manière avec un bruit très sourd dans mon existence. Et avec le temps, je trouve que maintenant, j'ai une qualité, enfin, juste ce qu'il faut. J'ai une qualité sociale, en tout cas, enfin, j'ai une qualité sociale. J'ai un niveau de stroke social qui me comble complètement parce que, d'une part, les outils technologiques, à mon avis, je les utilise à bon escient me concernant, c'est-à-dire que c'est un complément et je me sens pas, du fait d'utiliser ces outils-là, déconnecté du niveau de stroke qu'apporte l'intimité. Donc, c'est comme tout, hein, c'est comme tous les travaux, il y a un usage. Je pense que, il y a un usage à apprendre de ça. Et quand j'observe notamment mon fils, hein, qui aura 15 ans, je trouve qu'il utilise vraiment bien ça. Et lui, n'est pas du tout dépendant, enfin, d'une demande de stroke liée à ça. Donc, peut-être que nous, on a une perception qui est liée à notre environnement qui utilise beaucoup cet outil-là. Et encore une fois, tout le monde n'utilise pas ça. Donc, euh, on est juste en train d'observer une partie d'une population qui l'utilise énormément. On parlait de ces gens qui trafiquent des photos pour avoir un max de likes. C'est pas c'est pas la majorité des gens qu'on a autour de nous. Donc, est-ce qu'on peut tirer quelque chose vraiment de manière générale de tout ça? C'est là où moi je me pose des questions. Et moi j'ai plutôt l'impression à l'heure actuelle, parce qu'en ce moment on est plutôt, enfin, il y a un son de cloche qui a tendance à accuser un peu ces outils-là, à juste titre, mais quand ils sont utilisés à bon escient avec un usage mesuré, euh, je trouve qu'il y a un effet multiplicateur social qui est extrêmement bénéfique. Sur ça, je lisais un bouquin tout à l'heure sur le minimalisme numérique. Et justement, c'était pour toute cette problématique où il y a de plus en plus, euh, moi je peux le voir, ne serait-ce qu'en cabinet, de plus en plus de personnes qui viennent te voir pour l'addiction au téléphone, ce qui veut dire l'addiction à tous ces pop-up qui arrivent toutes les 10 secondes, tous les pings que tu peux avoir, l'hyperstimulation que tu vas avoir au travers de ce que t'offre le téléphone. Et il y en a de plus en plus, c'est-à-dire que ça devient pathologique. Euh, donc clairement, c'est pas juste notre environnement ou un truc, c'est une généralisation qui en devient réellement un pathos, une problématique de fond. Et je lisais dans ce truc-là où il y avait une étude aux US en 2017 qui avait été faite, on disait qu'il y a un niveau d'addiction, et c'est normal, hein, tout est créé pour ça. C'est créé pour qu'on ait envie d'aller sur notre téléphone, prendre de l'inutile. Parce que c'est ce qu'il disait. Il disait exactement comme toi dans la notion, c'est de savoir l'utiliser de manière euh, positive, utile, et donc enlever tout ce qui va te distraire, ne pas apporter quelque chose qui a une réelle efficacité. Euh, donc, je suis d'accord avec l'idée de diminution et de juste exploitation, mais là encore, on reviendra sur une notion, je pense, d'éducation là-dessus. Euh, il y a actuellement un vrai problème d'addiction, donc d'addiction à l'image que tu vas avoir ou à la pensée. Hein. Pensez bien, l'image n'est pas simplement se prendre en photo en mode beau gosse. Aujourd'hui, tu as des tweets, aujourd'hui, tu as t'as ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est quand même partager des idées alors qu'on est trois branleurs en train de se dire tiens, si on réfléchissait à ce sujet-là, quoi. Quand on y pense, c'est exactement ça. On partage parce que ça nous fait plaisir, mais
on peut très bien se dire qu'en créant ça, on crée aussi une usine à stroke potentielle. Avec c'est bien, j'ai bien aimé, c'était intéressant, oh, cool, super, beau gosse, etc. etc. Eric, tu fais oui, oui, qu'est-ce qui te vient en tête dans tout ça? Je suis en train de me dire, c'est intéressant parce qu'il faut. Alors, je ne dis pas que ça n'a pas été fait, hein, mais pour les personnes, bah, comme toi, tu parles de personnes qui écoutent, il faut distinguer addiction et grosse utilisation, c'est pas la même chose. Moi, si je donne mon exemple, je suis très peu sur les réseaux sociaux. Facebook, j'y suis jamais. Instagram, j'utilise uniquement pour communiquer avec une personne. C'est la seule. Et j'y vais aussi quand de temps en temps, il faut que je trouve une technique de Jitsu ou un truc pour savoir ce que Danaer a posté. C'est les deux seules raisons pour lesquelles je vais sur ce truc. Par contre, je passe des heures sur YouTube. Mais des heures et des heures. YouTube est allumé chez moi, peut-être 70% du temps où je suis réveillé. Il y a YouTube qui tourne. Et c'est pas pour faire nécessairement, moi je me suis déplacé, c'est pas nécessairement de la perte de temps dans le sens où c'est pour regarder des trucs qui m'intéressent. Comme on parlait d'acquisition d'informations, je saute d'un truc à un autre, donc ça passe de YouTube à un peu tout ce que je veux, c'est-à-dire un tuto, une musique, un machin, un extrait d'un film que j'ai envie de revoir. Je saute et donc une critique d'un truc. Et donc je suis tout le temps en train de YouTube est tout le temps un peu, alors des podcasts tout le temps. Donc YouTube est constamment en train de tourner chez moi. Mais j'ai pas l'impression d'être addict dans le sens où les fois où si j'ai pas accès à YouTube, j'ai pas l'impression que je vais mourir. Et c'est juste que ça répond à je me pose une question, tiens, qu'est-ce que par exemple, je suis en train de faire du japonais, je me dis quelle est tiens, je me demande au final l'origine de la langue japonaise à quel moment on passe de telle forme, hop, il y a la réponse sur YouTube. Là, pour moi, YouTube, c'est moins un réseau social. Dans le sens où c'est moins réseau social. Même si, bien sûr, tu peux mettre des coms, etc. J'ai jamais posté un commentaire sur YouTube. J'ai jamais posté un commentaire sur Instagram. J'ai pas posté un commentaire sur Facebook depuis 4 ans. Donc, le stroke lié aux autres, il est Instagram, je dois poster. Chaque fois, je me dis, allez, je vais le faire maintenant. Je poste un truc pendant un mois et puis j'arrête parce que j'en ai marre. C'est-à-dire que le stroke positif, les likes des autres, c'est un truc auquel je suis assez. Qui me touche pas beaucoup. Parce que, par exemple, ça paraît un peu, mais vous me connaissez, s'il y a quelqu'un qui regarde, même si je postais une position, il y a quelqu'un qui poste, qui fait c'est super, moi je regarde le truc, je fais mais tu sais même pas de quoi tu parles, ta gueule. Enfin, vous voyez, ça me touche pas, c'est pas ça particulièrement auquel c'est pas quelque chose auquel je suis particulièrement vulnérable, mais j'ai l'impression, on est 3 garçons, qu'il y a quelque chose dans mon entourage avec la gente féminine qui est beaucoup plus fort sur Instagram en particulier que pour beaucoup d'hommes. J'ai eu beaucoup plus de plaintes. Alors, c'est peut-être pas le cas. Moi, dans mon entourage proche, donc c'est anecdotique, de femmes qui me disent, qui vont me dire, c'est la faute d'Instagram. Je l'ai posté sur Instagram. Je suis tout le temps sur Instagram. J'ai plus de plaintes vis-à-vis du fait de la place d'Instagram et de la bonne utilisation d'Instagram, qui est le principal réseau social aujourd'hui, que ça prend dans leur vie. De part de la gente féminine. Et pour ce qui est de ce podcast, moi j'y suis parce qu'en fait c'est une bonne excuse pour vous voir. Dao, pour conclure. Ouais. Alors moi la question que je me pose, c'est que est-ce que dans notre manière de fonctionner, on n'a pas besoin d'une part de parasitage? C'est-à-dire que on est en train de discuter de la qualité de ce qu'on absorbe en termes d'information, mais et puis de dire il faut qu'on améliore la qualité et tout. Mais si au final notre cerveau avait besoin de s'alimenter de choses inutiles, de choses désagréables, de choses sur lesquelles on n'était pas d'accord au final, puisque de toute façon on a tous tendance à cela, c'est-à-dire que quand on regarde finalement notre vie, quand on sort, on va faire quelque chose, il y a, sur le temps qu'on passe à l'extérieur, il y a peu de choses utiles au final. Si moi je sors et que je vais aller voir Eric et qu'on discute, on va manger,
Et peut-être que tout ce qui fait tout ce qui me permet d'aller voir Eric et de pouvoir passer du temps avec lui, mon travail, mes déplacements, toutes ces choses-là sont finalement inutiles. Enfin, inutiles dans ma perception à ce moment-là. Et est-ce que finalement, oui, est-ce que finalement on a aussi besoin de choses que nous on perçoit comme étant inutiles? Alors, c'est une question comme ça que je pose. Hein. C'est gratuit. C'est gratuit. D'accord. Ok. Donc, je vois bien la conclusion qui n'a pas de sens par rapport à ce qu'on a dit au départ, mais ça me va bien. On verra ça. La question de merde. Ok, au top. On bossera ça demain. Est-ce qu'on a besoin d'inutilité dans notre quotidien? Ça me va bien. Voilà une question qui va être utile. Allez, et je vous dis à demain. Ciao.